Lève-toi, engage-toi, et voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureux d'être dans votre merveilleuse ville de Bordeaux. Et on commence par les pacemakers qui sont soucieux de plonger. Alors évidemment, ce n'est pas une question au quotidien, mais qui est intéressante parce que la question nous est quand même posée de temps en temps à la consultation. Alors les données qu'on a sont, vous allez voir, peu nombreuses. Les données des constructeurs pourraient nous aider. Est-ce qu'il y a des études? Quelles sont les recommandations? Et comment autoriser? Alors les constructeurs, pas de données systématiques, aucun constructeur ne donne de manière claire des données concernant la plongée sous-marine, la tolérance de leur matériel à la plongée. D'autre part, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de registre d'enregistrement d'accidents de plongée sur les porteurs de stimulateurs cardiaques. Donc nous sommes dans l'inconnu de ce côté-là, nous parlons dans le virtuel. Les études, il y en a une, et elle a été faite par Vincent Lafay, qui est membre du club des cardiologues du sport, qui n'est pas là aujourd'hui, qui aurait pu nous aider dans la discussion. Donc Vincent a sollicité nos amis de la COMEX, en particulier Bernard Gardette, qui en est le directeur scientifique. Bernard lui a fabriqué un mini caisson hyperbare, dans lequel ont été placés successivement plusieurs marques connues et habituellement utilisées de stimulateurs cardiaques. Ces stimulateurs étant suivis en télémétrie. Donc ce qu'on a constaté, c'est que jusqu'à 7 bars, c'est-à-dire moins 60 mètres, ce qui paraît une profondeur suffisante d'estimation dans le plancher, il n'y a pas eu de modification électronique. On n'est pas allé au-delà de moins 60. Par contre, à partir de 4 bars, c'est-à-dire moins de 30 mètres, plusieurs boîtiers ont commencé à se déformer. Et sortis du caisson, ils sont restés déformés. Et donc, ces déformations irréversibles font penser que si quelqu'un, porteur d'un stimulateur cardiaque, faisait des plongées répétitives, à terme, le système de stimulation pourrait être perturbé. Mais on n'a pas eu de données sur le long terme. C'est donc la seule expertise scientifique que je peux vous proposer, mais qui est tout de même extrêmement intéressante et habile dans son déroulement. Alors, quelles sont les recommandations des sociétés savantes? Eh bien, la Fédération française de sport sous-marin ne contre-indique pas la plongée aux porteurs de stimulateurs. Mais elle déconseille, au vu du travail précédent, de ne pas plonger au-delà de 30 mètres. Et parmi les activités subaquatiques qu'elle déconseille, ce sont les activités aussi à risque traumatique, donc la nage à eau vive, qui se fait moitié en surface et moitié sous l'eau. Le water polo qui se fait maintenant presque à 70% sous l'eau, et le hockey subaquatique, qui est anecdotique, mais qui peut éventuellement vous être posé en question. Que dit la société européenne? Pas de contre-indication à la stimulation cardiaque, mais adaptez vos réglages, en particulier les seuils de stimulation et de détection. Donc, que faire? Comment autoriser? Eh bien, la position est d'autoriser cas par cas. D'abord en s'assurant de la dépendance permanente à la stimulation. Il ne serait pas un élément en faveur d'une autorisation sereine. Ensuite, il faut bien sûr vérifier la fonction cardiaque indépendamment de la stimulation, vérifier l'aptitude à la plongée, et surtout rappelez-vous que pour les gens qui viennent d'être implantés, pendant 6 mois, il y a un délai qui correspond à une période de stabilisation des seuils de stimulation. Donc pendant 6 mois, bien sûr dans la vie quotidienne il n'y a pas de problème, mais dans une vie avec un environnement un peu extrême, on a besoin d'être certain de son seuil de stimulation. Donc, pendant les 6 premiers mois qui suivent la primo-implantation, on déconseille la plongée sous-marine, de même lorsque vous ferez changer les 7, 8 ou 9 ans le stimulateur cardiaque, pas de plongée pendant les 6 premiers mois.
Et la recommandation de bon sens qu'on peut donner, bien entendu, c'est que les porteurs de stimulateurs ne doivent jamais plonger seuls. Un seul mot concernant les défibrillateurs, contre-indication absolue définitive. Ça, c'est plus simple. Voilà donc ce que nous avons comme élément concernant les porteurs de stimulation cardiaque et plongée sous-marine. Ce n'est pas une question très fréquente à la consultation de cardiologie, encore que dans les régions comme la mienne, à Marseille ou dans le sud, évidemment, on plonge plus facilement qu'en Savoie et dans sa ville. Pour terminer, donc, pour être un peu didactique, je vous ai mis, parce qu'on se demande toujours ce qu'est un bar. Eh bien, donc c'est la pression absolue en plongée. Hein, donc il y a pour le premier palier, les premiers 10 mètres, le bar de la pression atmosphérique, et ensuite tous les 10 mètres, donc le bar de la pression de l'eau, de la pression hydrostatique. Hein, donc à 10 mètres, c'est 2 bars, à moins 20 mètres, 3 bars, et ainsi de suite. Donc pour les seuils qui nous ont intéressés là, donc 4 bars, 30 mètres, 7 bars, 60 mètres. Voilà donc ce que je voulais vous dire concernant les porteurs de stimulation, de stimulateurs cardiaques et de plongée. Moi, par contre, je dépends de la technique. Je dois fermer. Merci. Alors, tout autre domaine, mais là de pratique quotidienne, le syndrome de l'apnée du sommeil. Est-ce que le syndrome de l'apnée du sommeil retentit sur la performance sportive? Performance sportive. Le mot est important. Pour notre réflexion. Alors, pourquoi c'est important? Parce que le syndrome d'apnée du sommeil est extrêmement prévalent dans nos populations. On est encore très loin. Les chiffres que je vous donne ne reflètent pas la réalité parce que le syndrome d'apnée du sommeil n'est pas suffisamment recherché à l'heure actuelle. Donc heureusement, en cardiologie, on s'y est mis depuis quelque temps et donc on est très actif dans ce domaine et évidemment on en trouve beaucoup plus que ce qu'on pouvait l'imaginer auparavant. Alors relation sommeil-exercice, on se rend compte que la sévérité du syndrome d'apnée est inversement proportionnelle au nombre d'heures d'exercice par semaine. Ça c'est extrêmement intéressant, ça veut dire qu'il y a une interdépendance entre les deux, ceci indépendant de l'indice de masse corporelle, parce qu'évidemment quand on parle d'apnée du sommeil, on est aussi quasiment systématiquement en train de parler d'obésité, puisque le syndrome de l'apnée du sommeil est extrêmement présent chez nos patients obèses. Alors, ça, c'est une diapositive qui va intéresser Laurent Chevalier pour la prochaine bataille d'experts à Lille, par exemple, et ces questions sportives. On voit que les grands sportifs dorment beaucoup. Hein, par exemple, le basketteur américain LeBron James dort 12 heures. Federer dort 12 heures. Hein, voilà. Woods, il dort beaucoup moins parce qu'il est anxieux, donc 5 heures. Mais bon, voilà. Hein, donc, manifestement, les sportifs de très haut niveau dorment beaucoup. Ne vous angoissez pas quand même. Hein, si vous ne dormez pas beaucoup, les performances ne sont pas forcément. Alors, si on prend en compte, dès la définition du syndrome de l'apnée du sommeil, quelques éléments, on comprend tout de suite que c'est très mauvais pour la pratique sportive. Somnolence diurne excessive, fatigue diurne, difficulté de concentration, tout ceci ne va pas avec un exercice physique facilité pour les critères primaires. Les critères secondaires, donc diminution de la vigilance, diminution de la coordination motrice, et puis il y a toujours une perception beaucoup plus intense de l'exercice proposé chez les apnéiques. Donc tout ceci ne va pas dans le sens d'une performance acceptable chez les gens qui sont porteurs d'un syndrome d'apnée du sommeil. Alors quels sont les critères de ce syndrome qui sont manifestement contraires à l'exercice? De manière générale et au repos, ils sont légèrement hypoxémiques, de façon chronique dans la journée, ce qui ne va pas dans le sens de l'activité. Ensuite, on note, lorsqu'on fait l'épreuve d'effort, une diminution du pic de VO2, une précocité du seuil ventilatoire et une diminution du quotient respiratoire. Là, oui, ici, dans la colonne, la première colonne, ce sont les gens qui sont
sans apnée. Dans la deuxième colonne, ce sont des gens qui sont des apnéiques. Vous voyez que leur performance maximale est nettement inférieure et que leur seuil ventilatoire est aussi bien inférieur à celui des gens qui n'ont pas de syndrome d'apnée du sommeil. Et on voit que si on analyse la consommation maximale en oxygène par rapport à un marqueur principal de syndrome d'apnée du sommeil, c'est-à-dire l'indice d'apnée-hypopnée en période nocturne, eh bien on voit que cette consommation maximale en oxygène décroît au fur et à mesure que l'index d'apnée-hypopnée devient plus sévère, en particulier à partir de 30, c'est que on considère que le syndrome d'apnée du sommeil devient sévère à partir d'un index à 30, c'est souvent le déclencheur de l'appareillage. Voilà. Alors dans les deux diapositives que je viens de vous montrer, évidemment, ce que vous remarquez aussi, c'est quand même l'extrême dispersion des mesures, ce qui veut dire que tout de même le problème de la performance à l'effort de ces apnéiques est polyfactoriel. Ça n'est pas que l'apnée qui handicape leur performance, il y a d'autres éléments, et bien entendu, on l'a évoqué tout à l'heure, un des éléments les plus importants sera l'obésité. Donc on voit donc que nous avons une diminution de la performance aérobie, proportionnelle à la sévérité du syndrome d'apnée, mais modulée et aggravée par un caractère multifactoriel dont le principal est l'obésité. Si on regarde ici sur cette diapositive, on voit des gens qui mesurent leur consommation maximale en oxygène. Je me rattraperai après. Ici, des gens qui ne sont pas obèses, vous voyez que la performance est similaire quasiment dans les deux groupes. Et ici, des gens qui sont obèses, et vous voyez que la performance est similaire dans les deux groupes, apnée ou pas apnée. Et donc là, c'est donc l'obésité qui a pénalisé la performance. Critères cardiovasculaires, augmentation de la fréquence cardiaque de repos et de récupération, augmentation de la fréquence maximale à l'effort, de la pression artérielle essentiellement diastolique, là encore proportionnelle à la sévérité du syndrome, l'ensemble aboutissant progressivement à une diminution de performance myocardique, passant peut-être par des phénomènes donc, de dysfonction endothéliale et de stress oxydatif. Critères ventilatoires, il n'y en a pas finalement, pas de critères significatifs pour gêner l'activité physique, mais par contre beaucoup de critères musculaires, puisque l'activation musculaire diminue de manière très significative chez les apnéiques dès 75% du VO2 max, et qu'on voit que l'extraction en oxygène au niveau de la musculature périphérique est très importante, mais vite limitée à ce niveau. Et il y a aussi une diminution du glycogène musculaire. Donc vous voyez ici, au niveau de deux masses musculaires, que les populations d'apnéiques, à partir de 75% de la VO2 max, sont en difficulté. Donc, c'était ce que je voulais vous dire sur les syndromes d'apnée du sommeil non appareillés. Sur les syndromes appareillés, l'altération de la performance est évidemment limitée, mais l'exercice physique est aussi un facteur d'amélioration du syndrome d'apnée du sommeil. Ceci dit, il faut dire à vos patients que ça se fera de manière très lente et très progressive, en général sur plusieurs mois. Voilà. Satisfaire mes modérateurs. Il me reste deux questions, je vais pas me passer. Je dois faire aux deux ensuite? Oui. Ah, ce cadence infernal. Eh oui, ça c'est une bonne idée. Ne me comptez pas le verre d'eau dans les minutes. On va parler d'hydratation là, donc. Alors, Ramadan et sport, je ne suis pas le plus qualifié pour en parler, bien sûr, mais je parle sous l'autorité de nos collègues africains avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années, et ces collègues-là travaillent sur les recommandations africaines en cardiologie du sport, qui sont terminées et qui sont en attente de validation de la partie anglo-saxonne de l'Afrique, mais qui sont déjà extrêmement précises et significatives. Donc je m'appuie sur eux dans ce domaine-là, puis je pense qu'il y a des collègues africains dans la salle qui sauront m'apporter, si nécessaire, la contradiction. Donc, quels sont les éléments importants de ce
phénomène de jeûne répétitif qui nous occupe en particulier dans les sports collectifs et qui est souvent une source de querelle entre l'entraîneur et le staff médical. Donc, eh bien, il y a des modifications des paramètres physiologiques, biologiques, il y a quelques risques, et après il faut conseiller, comme toujours. Alors, quelles sont les modifications des paramètres physiologiques? Pas énorme, mais on se rend compte que sur de grandes populations étudiées, la fréquence cardiaque d'effort augmente un peu plus vite donc en début d'effort que ce qu'elle le fait hors période de ramadan. Qu'elle va aussi baisser plus lentement en phase de récupération, c'est le même sujet. Que tout de même la fréquence cardiaque maximale se maintient à peu près dans les mêmes modifications qu'en dehors de la période de jeûne, que le temps de récupération est plus long et qu'il y a une baisse de la consommation maximale en oxygène. En ce qui concerne les paramètres biologiques, bon, il y a une déshydratation, bien entendu, un déficit hydrique et des pertes hydroélectrolytiques qui sont liées à ce phénomène. Donc, en particulier sur des ions importants au niveau de la cellule myocardique, magnésium, potassium, sodium, calcium. Et puis, il y a des hypoglycémies. Et tout ceci peut être aggravé par l'environnement, et en particulier par une température extérieure élevée. Donc, cette modification des paramètres physiologiques à elle seule suffit pour diminuer les réponses adaptatives à l'effort, en particulier à l'effort maximal. Et donc, la baisse de performance à l'effort maximal est diminuée. Quels sont les risques des périodes de jeûne en ambiance chaude en particulier? Donc, vous avez toujours le risque de collapsus cardiovasculaire lié à la faible hydratation et donc au faible débit périphérique. L'hyperthermie d'effort, qui est liée là encore à la déshydratation en ambiance chaude. Et le risque arythmogène qui peut être facilité par ces pertes hydroélectrolytiques que je vous ai indiquées tout à l'heure, qui fait que le seuil d'excitabilité de la cellule myocardique, même sur un cœur sain, ça baisse et peut être donc un seuil arythmogène dans certains cas, alors même que le cœur ne présente aucune pathologie, au moins reconnue. Donc, que faire lorsque des sportifs font le jeûne, et c'est extrêmement fréquent chez nous? Le conseil d'activité, mais on peut le discuter, certains ne pensent pas comme moi, pas de contre-indication absolue. S'il s'agit d'entraînement, s'entraîner le matin ou le soir, après le retour, c'est-à-dire après l'autorisation de prise de nourriture et de boisson. S'il y a compétition, il faut faire des réserves et voir l'environnement. Est-ce que ça va être dans un environnement très chaud? Est-ce que ça va être des sessions de compétition répétitives dans le court terme? Là, il peut y avoir un bémol à l'autorisation. Et s'il y a une ambiance chaude, donc c'est un conseil très net de diminution de l'activité. Ensuite, il faut compenser les pertes hydriques, et pour les sportifs, il faut leur demander de se peser tous les jours dans cette période-là, pesée quotidienne, et compensation quand la boisson est autorisée. Donc quand on perd 1 kg, il faut 1,5 litre d'eau pour le compenser. Voilà. Un bon équilibre nutritionnel dans les horaires d'utilisation de boissons et de nourriture, et puis se reposer un petit peu plus. Alors c'est très curieux parce que nos collègues donc, de pays musulmans nous signalent qu'en période de ramadan, il y a une forte émulation et beaucoup de gens font du sport alors qu'ils n'en font pas en période habituelle. Ça, c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas compris tellement, mais c'est la réalité. Donc, ce conseil d'activité va être donc individualisé. Il va être quelquefois en discussion si vous avez aussi d'autres partenaires dans la décision, comme les entraîneurs. Et ensuite, la réponse du médecin ne doit pas être confessionnelle. Évidemment, nos collègues musulmans, en toute bonne foi, ont tendance à dire que ça n'altère pas la performance. Et ce n'est pas vrai. Et de nos côtés, on a tendance à être peut-être un peu trop restrictif, parce que dans bien des cas, on voit bien que les joueurs jouent sans être réellement perturbés par ce jeûne. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire, mais j'espère avoir une contradiction et une vive discussion par la suite. Parfait. Vous en aurez dit plus, mais manifestement, il n'y en a pas. J'étais à la seconde près. Bon. Donc, on change de thématique et on passe au dopage. Alors, chaque fois,
communique souvent sur le dopage. Chaque fois, on me dit les nouveaux produits dopants, c'est difficile. Oui, il y en a des nouveaux, mais c'est un peu comme la mode féminine. Il y a des choses qui reviennent de manière récurrente après avoir été oubliées. Donc, quand on fait un choix dans ce fatras de produits innombrables, eh bien, c'est toujours un peu personnel. Hein. Donc, évidemment, je vais en oublier. Peut-être certains parmi vous ont d'autres idées de produits nouveaux qu'ils ont vu passer. Si on ouvre Internet maintenant, au nom d'un produit, la première page où apparaît la communication scientifique est au moins la 5e. Les 4 premières sont des publicités pour les vendeurs. Donc il faut se méfier. Alors bon, j'ai choisi de manière arbitraire et pour respecter le temps qui m'est donné, de vous parler un peu de dopage génétique, parce que ça c'est dans la modernité, mais quand même depuis quelques années, de vous parler des SARM, de vous parler des facteurs induits par l'hypoxie. Ça c'est peut-être important et la nouveauté. Et puis deux autres produits qui sont anecdotiques, mais qui quand même ont occupé un peu les gazettes ces derniers temps. Alors, le dopage génétique, donc, il passe par les agonistes de l'axe PPAR-delta. Hein, les agonistes de la MP kinase. C'est toujours très compliqué dans l'expression pharmacologique, mais ce sont des médicaments comme l'Icar, la cadésine, qui ont été mis souvent les produits dopants sont découverts alors qu'ils ont dans une recherche pas du tout orientée vers le produit dopant. Donc celui-ci participait, c'était un produit de la recherche sur l'obésité, le métabolisme lipidique. Et puis les gens qui ont fait ce produit-là se sont rendus compte que les souris qui étaient traitées étaient extrêmement performantes et avaient une endurance musculaire exceptionnelle. Ils se sont penchés sur le problème, ils se sont dit que finalement ils pouvaient faire d'une pierre deux coups. Et donc ils se sont rendus compte que ces agonistes de l'axe PPAR-delta chez les mammifères étaient capables, en recrutant des cofacteurs de transcription, de transformer des fibres de type 2 au niveau musculaire en fibres de type 1 oxydatives. Donc ça c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire. Ce qui fait que vos souris avant-après vont nager 2 à 3 fois plus vite. Partant de là, donc, évidemment, le produit s'est développé et a très vite intéressé les sportifs. Donc c'est apparenté une thérapie génique, puisqu'on va utiliser des cofacteurs de transcription. L'AMA l'a repéré et l'a interdit en 2009, mais ça continue d'être utilisé, la détection étant pas aussi claire que ce qu'on veut bien le dire. Et les gens qui ont cherché donc, sur ce produit cherchaient aussi un autre laboratoire travaillant sur un normolipémien. On s'est rendu compte que le produit, alors qu'il n'y a pas de nom, qui était aussi d'une manière moins directe un agoniste des PPAR-delta, dans le GW1516, potentialisait l'ICAR, le premier, la cadésine que je viens de vous montrer, et donc les deux ensemble avaient un effet extraordinaire. Et donc, bien entendu, lui aussi est interdit par la MAR de 2009. Les deux produits ensemble sont tumorigènes. Il y a un risque neurologique majeur et surtout un risque thrombogène majeur, puisque ce qu'on me demande, c'est de savoir s'il y a des effets cardiovasculaires. Ensuite, deuxième catégorie que je voulais évoquer avec vous, ce sont les SARM, Selective Androgen Receptor Modulator. Ce sont des modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes. Qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des gens qui ont trouvé un produit qui va être agoniste des récepteurs androgéniques de manière sélective au niveau musculaire. Ça veut dire que c'est comme si vous fabriquiez des androgènes dans le muscle et pas ailleurs. Et donc vous n'avez pas, théoriquement, les effets des androgènes généraux, c'est-à-dire les gros effets sur la sphère sexuelle, prostatique, etc. Au point même que ces produits-là ont été recommandés pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'ostéoporose, et ce sont des produits qui sont vendus dans l'asthénie sévère, en particulier celle des cancéreux. Voilà. En fait, la mariée est trop belle, il y a effectivement des effets androgéniques généraux, il y a des troubles visuels, et si on se réfère aux effets androgéniques généraux qu'on connaît, eh bien c'est hypertension par rétention hydrosaline en particulier, c'est un effet hypercholestérolémien et c'est un effet thrombogène majeur, bien entendu. Donc
quand vous voyez passer SARM, c'est extrêmement vendu. Il y a à peu près 150 boîtes qui vous le proposent sur Internet à des prix défiant toute concurrence. Méfiez-vous, on va vous le vendre pour la fatigue. Alors, plus intéressant, plus récent, les activateurs du facteur induit par l'hypoxie. Ça paraît un peu complexe, mais qu'est-ce que c'est ce facteur induit par l'hypoxie? C'est une protéine tissulaire qui se dégrade de manière cyclique dans l'organisme par l'effet d'une hydroxylase. Et en cas d'hypoxie, eh bien, cette dégradation s'arrête, et à ce moment-là, le taux de facteur induit par l'hypoxie augmente. Et ce facteur induit par l'hypoxie, il est extrêmement important dans l'organisme puisqu'il stimule la sécrétion d'érythropoïétine. Ça, c'est intéressant. Mais il stimule aussi l'angiogénèse, c'est-à-dire la création de néovaisseaux, en particulier au niveau musculaire. C'est moins prouvé. En tout cas, il est actif sur l'endothéline, donc il facilite le tonus musculaire. Et il stimule donc la production du facteur insulinique, insulino-semblable, donc facteur de croissance. Donc,